Salut à tous. Il fait partie de ces milieux de terrain doués et talentueux que le Cameroun est connu. Son parcours le témoigne. Il est passé par Bastia, West Ham, Arsenal et Barcelone, entre autres. Flambard à souhait et dépensier à l'extrême, à un moment de sa carrière, Alexandre Son a frôlé la banqueroute. Il a failli, lui aussi comme certains ex-footballeurs professionnels, se retrouver à raser les murs au soir de sa carrière. Mais le garçon des sauces s'est ressaisi. Dans ce document exclusif intitulé « Alexandre, le grand frère », l'homme se livre comme jamais auparavant. Il évoque son enfance difficile, cette partie de lui peu connue du grand public, l'équipe nationale du Cameroun, mais aussi et surtout, il donne les clés d'une bonne gestion de carrière aux jeunes footballeurs africains. Dans quel domaine investir en priorité, comment placer ce qu'ils gagnent afin de leur éviter de se retrouver sans un sou à la fin de leur carrière. J'ai été un jeune joueur, j'ai commencé comme eux. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu quelqu'un qui pouvait me tenir par la main et me montrer le chemin. Alors moi je vois même des gens ici, des jeunes d'ici que je connais, qui sont dans mon quartier. Ils gagnent un peu de sous, la première chose à faire c'est d'acheter sa voiture, de monter, de descendre. Mais à un moment donné, la vie on doit la préparer, on doit la construire. Et ce qu'on faisait souvent, on faisait des selles dans des plastiques et qu'on jetait souvent de l'autre côté. Et Dieu merci, j'ai pu travailler dur, je suis arrivé en Europe, c'était difficile, mais je me battais pour ma mère. Let's go. Son histoire s'apparente à un conte de fées. Vu son itinéraire, la vie d'Alexandre Son est un conte de fées. Né à Yaoundé au Cameroun au sein d'une famille nombreuse, le jeune Alexandre a grandi à Essos, un quartier difficile de la capitale politique du Cameroun, dans le dénuement avant de migrer vers Douala, la capitale économique, où pour survivre avec les siens, il a dû se lancer dans de petits commerces. J'ai perdu mon papa, j'avais 3 ans. Ma mère, elle était une femme veuve, elle vivait dans une maison familiale, mon père il avait 5 femmes. Et je crois même pas, ma mère elle avait 24 ou 25 ans, on l'a mise dehors avec 5-6 enfants, elle se retrouve dans la rue. Sans mari, étant jeune, elle était à la police, je ne sais même pas quel grade elle était à l'époque, elle n'avait aucun grade si je me rappelle bien. Et j'ai grandi comme ça. À 9 ans, je me trouvais déjà, je me vendais déjà les Lotus à 9 ans, j'étais déjà un jeune garçon. À 9 ans, j'étais un petit garçon qui n'était pas comme les autres. J'ai vendu les Lotus à Douala à une époque parce que ma mère elle était affectée à Douala. Et je me suis retrouvé comme ça à vendre des Lotus souvent. Donc ma vie elle est bizarre parce que je partais souvent, il y avait quelqu'un qui vendait les Lotus, j'avais pas d'argent, j'allais le voir, je dis il vendait son paquet de Lotus à 700 francs. Il me disait, je lui disais donne-moi, moi je vais aller vendre, quand je vends, je vais même te verser le reste. Et c'est comme ça que je partais, le paquet je le prenais à 700, je le vendais à 1200. Et quand je le vendais à 1200, je donnais toute la recette à ma grande soeur sans enlever 1 centime. Je donnais à ma grande sœur et elle nous faisait à manger souvent parce que ma mère elle était à l'école de police. Produit d'un milieu défavorisé, le garçon a tout fait du football son exutoire, sa bouée de sauvetage. C'est avec cette mentalité-là que j'ai grandi en me disant que je veux faire quelque chose. Et quand je suis arrivé en Europe et que j'ai commencé à gagner de l'argent, la première des choses à faire pour moi, c'était d'enlever ma mère dans le taudis où elle vivait parce que à Douala où elle vivait, malheureusement, il n'y avait pas de toilette. Et ce qu'on faisait souvent, on faisait des selles dans des plastiques et qu'on jetait souvent de l'autre côté. Et Dieu merci, j'ai pu travailler dur, je suis arrivé en Europe, c'était difficile, mais je me battais pour ma mère parce que je me disais que je n'avais pas le droit à la laisser tomber. Je me suis battu, j'ai persévéré et aujourd'hui ma mère, la femme qui n'avait pas de maison aujourd'hui, elle en a 2. Donc ça veut dire que j'ai accompli ma mission. Sur le terrain, Alexandre Son était un talent certain qui faisait une quasi-unanimité tant en club qu'en sélection. Ce que j'ai réalisé est grandiose. Ici au Cameroun, si on va regarder les 2, 3 ou 5 joueurs camerounais qui ont réalisé quelque chose, je sais que je fais partie de cela. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de grandiose. Quelqu'un qui est né à Essos et se retrouver là, dans ce monde aujourd'hui, je pense que c'est grand. J'ai démontré que je méritais d'être là. Et j'en étais fier. Et à l'époque, j'avais un grand frère qui dormait avec moi dans la chambre, on l'appelle Alain Mouzelinkong. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a motivé de la sorte. Tout le temps, quand je suis avec lui, je dormais avec lui, il me dit mon petit, dors, c'est toi qui vas nous faire gagner le match de demain. Il dit ici, tu as cimenté ta place jusqu'à quand tu vas vouloir. Ici, c'est bon, personne ne peut t'enlever. Sa carrière a été riche, mais avec une trajectoire sinueuse, due en partie à quelques erreurs. Des erreurs dont il a appris et qui lui ont permis de redresser la barre plus tard. Vous savez, j'ai passé quoi? J'ai passé 8 ans, je crois, 8 ans à Arsenal.
J'étais très bien dans ce club. Mes dernières années, j'étais l'un des piliers même. Je veux dire, je savais que, sauf si je suis malade, je sais que si je me lève le matin, je vais jouer. Et j'étais arrivé à un certain moment de ma carrière là où je suis arrivé à Arsenal, j'avais 17 ans, je gagnais moins d'argent. Et quand je suis quitté d'Arsenal, à un moment donné, ma dernière année, je pense que j'étais arrivé à un certain niveau où ma valeur, je méritais d'être payé à ma valeur. Et malheureusement, je suis allé voir le coach pour lui demander un contrat, de me donner un nouveau contrat. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas. À un moment donné, je ne pouvais pas accepter qu'un joueur qui joue à Everton, qui joue moins de matchs que moi, je vais dire au niveau de prestige européen, gagne plus d'argent que moi. Parce que je me disais, là, ce que j'avais commencé quand ils m'ont pris à 17 ans et ce que maintenant, à mon âge, je suis aujourd'hui à 24 ans, j'étais quelqu'un qui était déjà mature au niveau du football. J'avais dépassé un palier, ce que je gagnais, donc je devais gagner plus. Donc je suis allé le voir, qui était légitime de lui dire qu'il me faut un nouveau contrat. Il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait pas me le donner, ce contrat, parce que je ne sais pas quelle est peut-être sa raison. Il m'a juste dit que je ne peux pas donner ce contrat. Je lui ai dit, écoute, si moi j'ai un club qui peut me donner un contrat qui est meilleur, je partirai. Il m'a dit, ouais, c'est comme ça que je suis parti. Et honnêtement, mon premier choix, c'était que je voulais aller à Man City. Mais Man City, comme Arsenal avait renforcé tellement des joueurs à Man City que c'était devenu quelque chose de difficile pour eux de me laisser partir à Man City. Et ils n'ont pas voulu. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé à partir à Barcelone et je suis arrivé à Barcelone, j'étais heureux. Après ces années londoniennes mal négociées et sa prise de conscience à Barcelone, le garçon des sauces s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Premier galop d'essai, l'industrie du textile avec la marque Système Chakap. J'étais à Barcelone, à Arsenal à l'époque. Je gagnais bien ma vie. Pour un footballeur normal, franchement, je gagnais bien ma vie, je ne me plains pas. Mais quand je suis quitté d'Arsenal, je n'avais même pas 100 000 euros dans mon compte. C'est un crime. J'avais une maison que j'avais achetée à 4 millions, j'avais une Bentley, j'avais un Range Rover, mon frigo était plein, mais je n'avais même pas un argent de côté. Là aussi, ma mère m'appelle que j'ai un problème. J'avais que mes yeux pour pleurer. Parce que je vivais que l'argent arrive à la fin du mois, dès que ça arrive, je vis à 2000 à l'heure. Quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai dit Dieu merci, moi j'ai eu la chance. Il y a d'autres qui n'ont pas cette chance. Quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai trouvé un autre environnement. Des gens qui arrivent à l'entraînement, des gens simples dans la vie, ils n'ont pas besoin d'avoir Ferrari parce que nous à Arsenal, dès que tu arrives d'abord au parking, Ferrari, Bugatti, il y avait toutes sortes de voitures. Mais quand moi j'arrive à Barcelone, les gens ils arrivent à l'entraînement, ils sont simples, tu as ton petit t-shirt Nike, ton petit jean Levi's, ta petite paire de Converse. Mais ils étaient simples, mais les comptes étaient chargés. Mais nous, Arsenal, on avait le tape à l'œil, mais les comptes étaient vides. Les tonneaux, quand on touchait nos comptes comme ça, on nous appelait même pour dire que vous êtes en découvert. Donc quand j'arrive à Barcelone, je vois ça, je me dis mince, ça c'est l'exemple à prendre. Et j'ai tout arrêté et c'est là où j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à réaliser des choses. J'étais en sélection un jour, comme ça je suis dans la chambre et quelqu'un il a fermé la porte et le bruit a fait tchac. Le bruit a fait tchac comme ça, la porte ça a fait tac. Et moi comme ça je me lève le matin, je commence à parler à Cassius, Aurélien chez Dieu que j'appelle Cassius. Quand il me parle, je lui dis tchac, tchac, tchac. Il me dit mais qu'est-ce que tu racontes toi? Comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à développer, j'ai sorti la casquette Chakap. Et c'est comme ça que quand je parle, même quand je dis les mots, je dis on se tchakalise, on tchac tchac, mais les gens ils comprennent, c'est un langage aujourd'hui qui a adhéré la rue aujourd'hui de chez nous, ça veut dire qu'au moins j'ai fait quelque chose, j'en suis fier parce que sorti des sauces et d'être ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est comme ça que j'ai lancé les casquettes d'abord au premier temps. Et j'ai eu la chance aussi parce que j'étais à Barcelone, j'ai Léo qui portait les casquettes, j'ai Neymar qui portait les casquettes. Après, c'est comme ça que ça a pris de l'envergure. J'avais un site internet là où j'étais en train de commercialiser mes choses. Et après, ma femme, elle avait un magasin ici au Cameroun que j'ai mettais le stock ici. Et c'est comme ça que ça a commencé à grandir. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mes modèles, j'ai commencé à faire ce que moi j'aimais, moi déjà au départ, ce que j'aimais porter. Et c'est comme ça que les gens ont adhéré. Après l'habillement, Alex s'est engagé dans le BTP et l'éducation. En créant une école, ça donne la chance aux Camerounais de pouvoir entreprendre des choses dans l'avenir, parce que l'avenir c'est le Cameroun, l'avenir c'est des gamins.
Les gamins leur donnent la chance de pouvoir fréquenter, d'avoir une bonne école déjà. Parce que depuis que j'ai ouvert cette école, le taux de réussite là-bas, il est à 100%. Ça fait 2 ans aujourd'hui, ça fait 2 ans, on est à 100%. Donc ça veut dire que l'école est vraiment travaillée. L'école, on travaille super bien, vous pouvez vous renseigner, vous allez voir là-bas, vous demandez aux parents. À chaque fois qu'ils font les examens, les enfants, c'est 100% de réussite. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Ça veut dire, moi, je n'avais pas eu ça par le passé. Aujourd'hui, je vais donner la chance à mes jeunes frères, peut-être mes fils même qui sont là-bas, parce que j'ai un garçon qui a 15 ans aujourd'hui, qui sont dans cette école, de pouvoir avoir un avenir meilleur. L'avenir se construit avec le Cameroun de demain, se construit avec ces jeunes, avec ces enfants qui sont là-bas aujourd'hui. Et moi, quand on me dit qu'ils ont eu 100% de réussite au taux d'examen, je dis qu'est-ce qui est plus beau que ça? Le BTP, aujourd'hui, j'ai un immeuble qui a été mis en place déjà. Et donc il tourne, et là je suis en train de faire un deuxième immeuble au niveau du Golfe, là près de l'ambassade des États-Unis. J'ai pas fini, j'ai beaucoup de choses. Mais moi, mon rêve, c'est de faire un hôtel. Et je sais que je vais le faire. Je me donne, d'ici 2023-2024, j'aurai un hôtel, ça c'est sûr et certain. Moi, ce que je dis dans ma vie, je le fais tout le temps. Quand j'avais commencé cet immeuble, j'ai eu la chance de rencontrer le grand frère Chabani Nonda il y a quelques semaines. En arrière, je suis allé au Congo, c'est lui qui m'avait motivé quand j'ai vu son immeuble à Kinshasa. Au départ, je voulais me construire une maison. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, quelle idée. Riche de ses expériences en Europe et devenu père, l'homme a changé et troqué l'image de bad boy qui lui collait à la peau contre celle du conseiller, celui qui montre la voie. Faire d'efforts, quand on dit une équipe, si moi je suis fatigué, toi tu prends le relais, tu cours pour moi. C'est ça qu'on appelle une équipe. Donc on doit être unis. Pas une personne, je dis bien unis. Tous ensemble, si on est ensemble, on va faire quelque chose de bien. C'est pour ça que je dis dès aujourd'hui, from now, everyone have to change his mind. Chacun doit changer ce qu'il a dans la tête. Moi, je parle du domaine sportif déjà, même pas seulement le domaine sportif. Je vois des gens autour de moi qui ont gagné tellement de sous, qui ont dilapidé les sous à un moment donné. Et vous savez, la vie passe tellement vite qu'à un moment donné, on n'a pas la chance de pouvoir rattraper les coups. Donc je me suis dit que si on peut aider ces jeunes, la jeune génération aujourd'hui, de pouvoir éviter les pièges que nous-mêmes nous sommes tombés dessus, c'est par rapport à ça, c'est mon élément motivateur qui me pousse à leur dire que faites attention, parce que moi aussi par le passé, je suis passé par là, et si on peut les préparer dans l'avenir de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a produites, je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour tout le monde. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être, à l'époque, Dolce & Gabbana, c'était un truc de fou. J'allais chez Dolce & Gabbana, je dépensais peut-être, je sais pas, 10 000, 15 000 euros d'habits. Mais quand tu dépenses 15 000 euros, je le mets le t-shirt une fois. La deuxième fois, j'ai plus envie de le remettre parce que je sais qu'on va me revoir avec le même t-shirt, ça ne le fait pas. Donc ça veut dire que j'ai jeté 15 000 euros dans la poubelle que je ne peux plus le remettre parce que je me dis, ah, si on te voit 2 fois avec l'habit là, c'est pas bon. Donc il faut reprendre encore notre 15 000 euros pour refaire encore un autre stock. Ça veut dire qu'en espace de 2 mois, tu as 30 000 euros que tu as jeté. Alors qu'avec 30 000 euros, tu peux t'acheter un terrain, le terrain prend de la valeur. L'habit, au contraire, quand tu l'as mis 2 fois, toi-même tu es gêné. Si on te voit avec le même habit, les gens vont dire, ah, tu ne changes pas tes habits. Donc, c'est le mieux de pouvoir investir son argent. L'habit, les futilités, ça ne sert à rien. Après, on a le temps de vivre. Moi, quand je vais arrêter le football, j'ai une année où j'ai dit à ma femme, ne t'inquiète pas, on va faire le tour du monde. Parce que je prépare tout. Ce n'est pas quand tu auras 40 ans, 50 ans que tu arrêtes le football. Moi, j'en vois. Ce n'est pas seulement les Africains, même les Européens. Les gens, ils souffrent. Tu te rends compte que tu te dis, mais on te dit quelqu'un, je connais des gars, j'ai joué avec eux, des étrangers, quelqu'un gagnait 300, 400 000 euros. Aujourd'hui, il est incapable de pouvoir avoir 100 euros dans sa poche. Il t'appelle, il te dit, et c'est quelqu'un, c'est des gars que quand j'allais chez eux, je voyais, il avait peut-être même des chaussures à 700, 800 euros, il en avait une quarantaine par terre. Quand j'ai commencé à acheter mon premier terrain à l'époque, je gagnais 400 euros. J'étais à Bastia. Ma mère m'a appelé un jour, elle m'a dit, elle avait un terrain qui coûte 8 millions de francs CFA. J'ai gagné 400 euros. Et j'avais la chance quand je jouais, certains matchs me donnaient des petits bonus, tout ça. Donc quand on me donnait mon petit bonus, je prenais, j'envoyais à ma mère. Je dis à ma mère, tiens ça maman, gardez ça, je complète. À chaque fois que je jouais des matchs, on me donnait un petit bonus, je donnais. Et quand la somme elle est arrivée, 8 millions,
je me suis acheté un terrain. Je pouvais faire comme tout le monde, dire que, en plus quand tu es jeune, tu es au centre de formation, tout le monde, à Bastia à l'époque, c'était, les enfants s'habillaient en Versace, Ralph Lauren, c'était du lourd, les jeunes Corses. Donc nous, tous, nous on était dans le jonglage. Moi, comme j'étais au plus à Saint-Ouen, nous on portait que du faux. Quand on arrive comme ça à Saint-Ouen au marché, au plus tu vois un faux t-shirt Versace, je ne sais même pas d'où ça venait dans un pays. Tu prends ça, tu arrives au centre de formation à Bastia, quelqu'un te dit même, il achète même ça même à 50 francs ou 100 euros, tu te donnes seulement vite alors que tu as acheté ça peut-être même à 20, 10 euros. Donc c'est comme ça que nous on jonglait. Donc moi je dis à un moment donné, c'est des futilités. Si je peux me permettre, s'ils veulent, il faut qu'ils investissent leur argent. Parce que la vie va tellement vite, le football va tellement vite, on ne voit pas le temps venir. Et ce qui est mauvais dans le football, c'est quoi? C'est qu'on se dit souvent que le prochain contrat, moi aussi je devais tomber dedans. Parce que quand j'ai commencé, je dis non, le prochain contrat, je vais faire ça. Le contrat arrive, tu le signes, tu ne fais pas, tu manges tout ton argent. Le deuxième contrat, non, c'est le deuxième contrat, là, je dois faire. Ça arrive. Bien qu'il ait tourné la page, Alex reste attaché à l'équipe nationale du Cameroun. Et lorsqu'il évoque, c'est avec un pincement que l'ex-médian des Lions Indomptables s'exprime. Je suis parti un peu de la sélection, un peu pas comme je l'espérais, honnêtement. Si je veux vous dire que je suis parti comme je l'espérais, je dis non. Vous savez, comme je l'ai dit auparavant, vous savez, quand vous avez un enfant quelque part, même si l'enfant il a merdé, on essaie de le protéger un peu à un moment donné. À un moment donné, je n'ai pas senti ça. Ce qui était un peu compliqué dans cette histoire, c'est parce que mes enfants étaient tristes. Il y a un épisode là, mes enfants, ma femme, ma famille étaient tristes. Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour mes enfants? Vous savez, moi on peut m'insulter, ça ne me dérange pas. Mais quand on commence à insulter mes enfants, ma famille, ça prend une autre... Tu sais, mon fils, à l'époque, quand il regardait ça, il voit ça, son père c'est 1 euro. Son père c'est... Je sais pas comment je veux dire, chaque enfant s'identifie à son père. Et moi, mon fils me voyait à un moment donné, là, et quand ton fils s'identifie à son père et qu'il voit que son père, on l'insulte, ça le blesse à un moment donné. Mais je dis aussi par rapport à ce qui s'était passé à la dernière Coupe du Monde, c'était pas une belle image. Mais c'est des choses qui... C'est les effets du jeu, tu ne te poses pas la question, ça vient, comme c'était arrivé. C'était pas un bel exemple. Après cet épisode, les enfants, ils ont tellement souffert, je me suis posé un tas de questions. Je me suis dit, est-ce que je continue pour pouvoir refaire les choses bien ou est-ce que j'arrête parce que ma famille elle est triste? La conclusion, c'était que c'est d'arrêter parce que quand j'avais arrêté, je voyais ma femme et mes enfants, ils étaient épanouis. Parce que j'étais là pour eux, j'étais là. Avec la sélection? Ouais, donc quand j'ai enlevé ça de côté, j'étais plus épanoui. Ils sont venus 2, 3 ou 4, 5 fois, on m'a appelé tout le temps, viens en sélection, mais je ne venais pas. Le plus important pour moi dans ma vie, à moi, c'est mes enfants et ma femme. S'ils sont heureux, je suis heureux. Donc repartir là-bas, là, c'était quelque chose qui devait me rendre ma famille triste. À un moment donné, les gens, je vais dire, les journalistes, certains, je ne vais pas dire tout le monde, certains, ils ont été manipulés. On les a manipulés, donc je ne sais pas, les gens qui ne me côtoyaient pas, qu'ils ont diffusé une image qui n'est pas la mienne. Mais après, vous savez, ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que je ne suis pas la personne là. Les gens ont vandalisé, je vais dire vandalisé mon image sans me connaître. Mais comme je dis, je n'ai jamais changé. Arrogant, agressif, non, vous savez, non, du tout. Vous savez, à un moment donné dans votre vie, quand vous voyez que les gens vous en veulent pour rien, à un moment donné, ça vous fortifie et ça vous rend comme ils le souhaitent. Par rapport à certains de ces journalistes, j'avais un comportement à l'égard de ce qu'ils voulaient que je devienne. Donc je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Donc ceux qui me connaissaient, certains journalistes où je savais qu'ils n'avaient rien à voir pour pouvoir me détruire, en pensant me détruire, mais ils ne peuvent pas me détruire. Alexandre Song, le petit garçon des sauces s'est fait seul, je me suis pas fait avec quelqu'un. Moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Je suis quelqu'un, ce qui est bien, c'est que j'ai confiance en moi. Je sais, vous pouvez tout dire sur moi, mais le carré vert, ça ne trompe pas. Ils ont tout dit, ils ont tout fait. Si à un moment donné à l'époque, ces journalistes pouvaient m'enlever en sélection, ils devaient le faire, mais ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient tout faire, mais non, parce que mon talent, il parlait. Je n'ai pas volé ça, je jouais au ballon et tout le monde regardait. Maintenant, je suis un spectateur, je regarde. Mais c'est dommage qu'au football aujourd'hui, c'est difficile par rapport à ce que je vois le milieu de terrain au Cameroun aujourd'hui. À notre temps, il y avait tellement de talent. Mais aujourd'hui, sans manquer de respect aux autres, mais je dis, Zambo Anguissa, il est au-dessus. Il est au-dessus. C'est quelqu'un
C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui aurait eu la chance de jouer avec nous. C'est pas pour dire que... Mais je dis, nous, à notre époque, on était meilleurs. Parce qu'au milieu, tu avais Makoun, tu avais moi, tu avais Ngemo, tu avais Mbia, tu avais Modeste, tu avais Djemba Djemba. C'est pas de la blague, c'est du lourd. Moi, aujourd'hui, au Cameroun, je ne vois que Zambo Anguissa. Mais je dis bien encore, sans manquer de respect à mon humble avis, je vois que Zambo Anguissa, il est au-dessus de tout le monde. Mais nous, à l'époque, quand tu étais sur le banc de touche, tu vois ces gens jouer, toi-même, tu es content de le voir jouer. Tu te dis, ah, grand frère, nous, on va essayer de le titiller. Des sources au Cameroun en passant par la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Russie et Djibouti, Alexandre Son veut désormais partager par les actes et les conseils comme un grand frère. Vous savez, il faut vivre dans du actif. Mais l'argent, quand on construit une maison, ça c'est mon point de vue, tu vis dans du passif. Parce que l'argent, tu prends, tu mets dans la maison, c'est toi qui vis dedans, tu dois faire l'entretien, tu dois faire... Mais malheureusement, beaucoup de gens le font tout le temps. Et moi, pour moi, je dis c'est une perte. Si j'avais conçu une maison à l'époque, j'avais des idées grandioses. Ma maison devait me coûter peut-être 400 ou 500 millions de francs CFA. Pourquoi mettre 400 500 millions de francs CFA pour venir au Cameroun alors que je viens au Cameroun même pas 31 jours en 365 jours. Donc ça veut dire quoi? Je veux construire une maison, je veux l'entretenir, je ne suis pas là, je veux la meubler. Les gens même qui vont vivre à l'intérieur, comme ils ne savent pas comment j'ai transpiré pour faire ça, ils ne vont pas l'entretenir comme il le faut parce que je ne suis pas là. Dans le moment où je viendrai m'installer au Cameroun, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti ne sera plus frais. Donc ce que je me suis dit, ok, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un immeuble, je vais vivre là-dedans, je prends les loyers et je me mets à faire autre chose. Moi je vois même des gens ici, des jeunes d'ici que je connais, qui sont dans mon quartier, ils gagnent un peu de sous, la première chose à faire c'est d'acheter sa voiture, de monter, de descendre, mais à un moment donné, la vie on doit la préparer, on doit la construire. Vous savez, quand vous n'avez pas les moyens de rouler avec une Ferrari, ça ne sert à rien de prendre une Ferrari. Ce qui m'est arrivé à l'époque, je n'avais pas les moyens de pouvoir me rouler avec une Lincoln Navigator. Comme on est jeune, insouciant, inconscient, je me suis acheté une Lincoln Navigator. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon niveau. Et heureusement, je suis reparti prendre une Toyota parce que c'était quelque chose qui suffisait à mes poches. J'avais prétendu plus haut alors que je n'avais pas ce niveau de prétendre plus haut. C'est pour cela que aujourd'hui, je me dis qu'il faut que je donne ces exemples-là aux jeunes, de se dire que allez doucement, ne soyez pas pressés, les choses vont venir d'elles-mêmes. Aujourd'hui, je peux rouler avec la voiture que je veux. Cette philosophie de vie qu'il partage aujourd'hui, il la tient du quartier Essos, sa terre-mère. Essos ne sera jamais Bassos, comme je dis. Essos, il est là, Essos. Ça, je l'ai tatoué. Essos ne sera, c'est jamais pareil. Essos, c'est tout pour moi. Essos, je suis né là. Moi, je suis un enfant d'Essos. Partout où je pars, c'est Essos d'abord. Parce que je m'identifie à cette place et c'est le meilleur endroit possible. C'est pour moi au Cameroun. Bon, après, moi, les boîtes de nuit, je ne vais pas, je ne fréquente pas tout ça. Le seul endroit au Cameroun, quand je suis au Cameroun, pour me voir, tu viens à Essos, tu vas me trouver. Tu viens dans un bar à 90 degrés, je suis là. Quand je suis au Cameroun, c'est là où c'est ma maison. Parce que je me sens mieux quand je suis avec les miens. J'aime pas aller ailleurs. Quand je suis ailleurs, je ne me sens pas bien. Mais quand je suis à Essos, je monte, je descends, je suis moi, quoi, en fait. Parce que quand tu vas deux fois ailleurs, il faut se tenir, deux fois, non, je ne suis pas là. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive, je rigole avec des amis. S'il faut s'insulter, on s'insulte. S'il faut rigoler, s'il faut se frapper, on se frappe. Mais c'est de la bonne humeur, la bonne ambiance. C'est là où j'ai grandi et ça, c'est tout. Pour moi, je ne sais même pas comment je vais... Comment on dit, ça, c'est pareil. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas mieux qu'Essos. Le meilleur endroit au monde, il faut venir à Essos. Vous connaissez Essos? Bien sûr. Voilà, c'est le 237. Essos représente le 237. Quand on dit Essos, c'est jamais pareil, c'est la muerte.